Jean-Michel Vernochet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un spécialiste des questions internationales. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les raisons du voyage de M. Bush il y a quelques jours dans les pays arabes? Vous voulez parler peut-être des raisons du voyage de M. Sarkozy également. Aussi. Ce sont des raisons similaires qui se recoupent, donc on peut parler des deux hommes, des deux chefs d'État, les deux homologues, comme on dit. L'un et l'autre sont allés vendre et acheter. M. Bush est plutôt allé vendre la guerre. D'ailleurs, le discours d'Abu Dhabi a été beaucoup plus dur que le discours tenu à Tel Aviv ou à Jérusalem. Et M. Bush a essayé de resserrer les rangs du monde arabe, qui est d'ailleurs de plus en plus réticent pour mobiliser ce monde arabe contre l'Iran. Quant à M. Sarkozy, tout comme M. Bush d'ailleurs, ils sont allés quêter des fonds souverains pour renflouer les caisses qui sont désespérément vides. On sait que la France est un État en faillite. Officiellement 1000 milliards d'euros de dettes. En réalité, toutes dettes confondues, nous dépassons les 3000 milliards. Succinctement, les fonds souverains, vous pouvez... Alors, les fonds souverains, c'est très simple. Ce ne sont pas des fonds privés, ce sont des fonds d'État. À la limite, les États se confondant avec les potentats arabes, donc les pétromonarques, ce sont des fonds patrimoniaux qui sont réinjectés massivement dans les économies occidentales pour les soutenir, puisque on sait très bien qu'avec la crise des subprimes, de ces crédits pourris, puisque les États-Unis vivent sur la dette, c'est une industrie, c'est devenu une industrie chez eux, on peut revenir sur cette question d'ailleurs. On a besoin de capitaux frais, il faut renflouer le bateau, et le bateau qui est en train de sombrer. Et les pétromonarchies ont besoin de vendre leur pétrole. Or, si les économies occidentales s'effondrent, elles ne pourront plus vendre leur pétrole, et donc elles payent leur ticket d'entrée, si l'on peut dire, pour jouer dans la cour des grands. Vous avez parlé d'une répartition des rôles, on va dire ça comme ça, entre M. Bush et M. Sarkozy. Vous y allez peut-être un peu fort? Non, pas vraiment. M. Bush, et la visite était visiblement beaucoup plus politique, mais il faut remarquer que sa déclaration, non pas de guerre, mais sa déclaration extrêmement agressive, désignant l'Iran comme l'État terroriste par excellence, le sponsor du terrorisme international, ce discours a été prononcé à Abu Dhabi où M. Sarkozy veut ouvrir une base. Il va y avoir des accords, il y a déjà un accord de défense qui a été passé très discrètement il y a quelques années avec le Qatar. On peut penser que la France s'installe, au moment même d'ailleurs où nous abandonnons l'Afrique de l'Ouest, où il n'y a plus d'argent pour l'armée. On parlait même, on a eu grande émotion dans la Grande Muette, on parlait même du licenciement de 50 000 personnels de l'armée. Nous allons ouvrir une base, bien sûr ce n'est pas tout à fait pour demain, dans le Golfe, à Abu Dhabi même. Qui va payer? Qui va payer la France, le contribuable français. Pensez d'ailleurs une chose, que la cherté de l'euro, le prix de l'euro, la valeur de l'euro est définie par la Banque Centrale Européenne, qui est totalement indépendante à la fois des gouvernements, de Bruxelles, du Parlement Européen, et qui fixe de façon arbitrairement cette valeur. Eh bien, c'est la valeur de l'euro qui pénalise les économies françaises, qui font que les jeunes Français, ou les moins jeunes d'ailleurs, perdent leur emploi et vont au chômage. C'est cette pénalisation qui permet de payer la guerre en Irak. Puisque le dollar ne valant plus rien, les exportations, les États-Unis peuvent équilibrer leur balance des paiements, et nous, au contraire, nous payons de façon indirecte. Bien sûr, le raisonnement est un petit peu complexe peut-être à comprendre du premier coup, mais si on y réfléchit bien, on verra bien que cette survalorisation de l'euro permet de payer l'aventure américaine en Irak. Revenons au voyage de M. Bush. Est-ce que vous pensez qu'une guerre en Iran, c'est encore d'actualité? Écoutez, tout est possible. Encore une fois, on réinjecte notamment avec ces fonds souverains que M. Bush et M. Sarkozy sont allés quêter auprès des pétromonarchies, auprès des potentats du monde arabe, de la péninsule arabique. Si ce renflouement successif échoue, on va avoir une sorte de crack. On va entrer, paraît-il, en stagflation, à la fois de l'inflation et de décroissance. D'ailleurs, pour cette année, on pense que pour l'année qui vient, 2008, la croissance n'excédera pas 1%. Ce qui signifie que s'il y a une récession globale au niveau mondial des économies, une des façons de réallumer, de faire repartir cette économie sera peut-être, je ne dis pas certainement, ni probablement, mais peut-être la guerre.
Quels indices vous avez pour nous vendre un petit peu cette guerre-là? Vous nous dites depuis tout à l'heure qu'une guerre est encore inimaginable, enfin est encore imaginable. Monsieur Bush est un ancien de la CIA. Il y a quelques jours, la CIA lui a rendu un rapport comme quoi le potentiel nucléaire de l'Iran n'existait pas. Sur quoi va-t-il s'appuyer? Alors, il s'appuie déjà, la presse n'en a pas beaucoup parlé. Si je prends le simple exemple de la base d'Abu Dhabi, elle était connue des agences de presse au moins 48 heures, si ce n'est pas 72 heures, avant que la grande presse ne s'en empare. Eh bien, la presse n'a pas rendu compte du rapport qu'a remis officiellement, tout à fait officiellement, le gouvernement israélien à M. Bush, rapport des services de renseignement militaire, l'Aman, rapport qui établit que la bombe iranienne pourrait être prête d'ici quelques mois. Donc en contradiction complète avec les conclusions du fameux National Intelligence Estimate qui regroupe 16 agences de renseignement américaines. Donc si on considère également qu'il y a eu ce fameux incident qui dans la presse française sont devenus les incidents du détroit d'Ormuz, quelques vedettes de quelques mètres de long qui ont tournoyé autour d'un porte-avions qui lui fait 140 mètres de long et 40 mètres de haut, la tentative d'attentat, ou l'attentat, mais tentative puisqu'il a échoué, il n'y a pas eu de mort américaine à Beyrouth, dans le quartier d'Ashrafieh, on peut penser qu'il y a crescendo une montée de la tension et que cette montée de la tension est entretenue par un certain nombre de provocations réelles ou purement fabriquées. De la part de qui ? De ceux qui ont intérêt peut-être à entretenir cette tension. Ne portons pas de conclusions tout à fait hâtives, mais à qui cela peut profiter? Aux partis de la guerre. On a aussi parlé de contrats nucléaires vendus dans cette région. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? On parle de sociétés qui s'implanteraient, notamment la société Areva via la société Bouygues. Alors la société Bouygues n'a pas encore effectué véritablement d'OPA à ma connaissance sur la société Areva, mais on parle beaucoup de l'entrée de Bouygues, qui deviendrait ainsi l'un des premiers acteurs de l'industrie nucléaire mondiale. Le nucléaire est nécessaire dans des pays pétroliers, ça peut paraître paradoxal, simplement pour la désalinisation de l'eau de mer. Mais je pense que c'est également une monnaie d'échange. À la fois, c'est un moyen de renflouer nos caisses, nous avons besoin de vendre, nous avons besoin d'exporter, mais c'est également une monnaie d'échange. Je pense qu'on essaye d'arrimer le monde arabe et d'isoler par là même d'ailleurs l'Iran, d'arrimer le monde arabe en lui faisant des concessions. Vous savez comme moi qu'il y a un contrat de plus de 20 milliards de dollars qui a été passé entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Selon vous, il y a une corrélation entre le fait que Nicolas Sarkozy soit ami de la famille Bouygues? Vous iriez jusque-là? Écoutez, on pourra en reparler à d'autres occasions, mais enfin là, la coïncidence serait peut-être un peu trop belle. D'accord. Actuellement, M. Bush va être en fin de mandat. Il y a une campagne des primaires aux États-Unis entre les démocrates et les républicains. À votre avis, est-ce qu'il y a une différence dans l'approche internationale entre M. Obama, Mme Clinton ou les républicains comme M. Giuliani? Alors, ça serait se bercer d'illusions de croire qu'il y a des démocrates qui seraient à gauche et des républicains qui seraient à droite. Il y a des modérés dans les deux camps, démocrates et républicains, et il y a des faucons. Je pense que la grande distinction à opérer d'ailleurs entre faucons et modérés, qu'on retrouve dans les deux camps, républicains et démocrates, c'est une différence d'approche. Mais le but est toujours le même. Les uns veulent obtenir les modérés nous pouvons y ranger d'ailleurs Mme Condoleezza Rice presque, comme autrefois M. Powell, sont des gens qui veulent obtenir par la négociation, par la diplomatie, par des pressions soigneusement exercées, qui veulent obtenir le même résultat que les autres veulent obtenir par la politique du gros bâton et de la force. Le fait que M. Obama ait été contre la guerre en Irak, ça invalide un petit peu ce que vous venez de nous dire? Non, parce qu'il n'était pas opposé sur l'objectif final, le renversement de Saddam Hussein, la transformation de régime et l'installation de la démocratie dans la région. D'accord. Revenons maintenant, puisqu'on a parlé d'une répartition des rôles entre M. Bush et M. Sarkozy. Quel est selon vous l'intérêt pour la France d'avoir à moyen terme une quatrième base, une grande base face à Djibouti, donc une quatrième base hors de notre territoire, sur ces territoires justement à Abu Dhabi? C'est une excellente question et tout le monde se la pose aujourd'hui. Cette base, il est bien clair, il est bien net que nous relayons la politique américaine, puisque quels sont nos intérêts stricto sensu à Abu Dhabi et dans le Golfe, si ce n'est que une base pour préparer la guerre, pour protéger bien sûr les Émirats, mais les Émirats craignent, c'est vrai, ils craignent la montée en puissance régionale de l'Iran, mais dans le cadre de la situation du
du statu quo diplomatique qui pourrait s'installer. Les craintes sont des craintes tout à fait incertaines.